J'appelle à mes côtés Pierre-Alain Sartou, qui est directeur de cabinet d'Olivia Grégoire. Bonjour. Alors, je ne sais pas à partir de quel moment vous avez pu suivre nos échanges. Désolé, j'arrive un petit peu en retard et je suis arrivé au début de la deuxième table ronde. Au début de la deuxième table ronde. Je suis avec beaucoup d'intérêt. Il y a quand même pas mal de matière. Quels sont les points saillants qui vous donnent envie de réagir par rapport à ce que vous avez entendu ? D'abord, c'est une question que nous, secrétaire d'État, on se pose en réalité tous les jours depuis plus d'un an qu'on est arrivé, puisqu'en fait, Olivia Grégoire est secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et donc, elle est vraiment à la frontière entre l'économie sociale et solidaire d'une part, et puis l'économie responsable. Conceptuellement, on comprend que c'est toutes les entreprises engagées, évidemment les sociétés à mission, évidemment la raison d'être. Elle a souvent tendance à dire que c'est le bilan de la loi Pacte qu'elle promeut aujourd'hui au sein du gouvernement. Donc vraiment, ça fait complètement écho aux débats qui ont eu lieu. Et honnêtement, je suis assez frustré de ne pas pouvoir réagir en direct et discuter avec les différents intervenants qui étaient présents. Mais globalement, tout a été dit. Et je pense dit avec beaucoup de justesse. Alors moi j'ai un sentiment un peu ambivalent au regard de l'ensemble des échanges de la journée, c'est-à-dire que même si c'était placé sous le signe de la controverse, on a le droit de ne pas être d'accord évidemment, mais globalement il n'y a pas d'opposition frontale, tout le monde dit oui bon mais non il n'y a pas de concurrence, etc. Et d'un autre côté on sent que le dialogue n'est pas organisé. Si l'idée c'est de créer des synergies et d'œuvrer pour le bien commun dans le sens de l'intérêt général, si on ne se parle pas de manière organisée, on risque de travailler dans cette direction, mais sur des chemins parallèles, voire disjoints. Donc, par rapport à cet état de fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, vous avez tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait raison. Il y a, au final, pas vraiment de concurrence entre les différents statuts. Il n'y a véritablement pas de volonté, par exemple, de la loi Pacte de vouloir. Il n'y a pas de projet politique de diluer l'ESS, clairement pas. Je pense que c'est simplement qu'on s'adresse à des entreprises et des structures qui sont très différentes dans leurs valeurs, très différentes dans la poursuite des buts qu'elles se fixent. On a d'un côté des entreprises conventionnelles, commerciales, qui n'ont jamais renoncé à rechercher le profit, mais qui, à un moment donné, se posent la question de leur impact social ou écologique. Et si elles le souhaitent, elles s'engagent sur une démarche de raison d'être, de société à mission, voire de fonds de pérennité pour certaines d'entre elles. De l'autre côté, on a une économie qui est beaucoup plus ancienne, qui est beaucoup plus, avec des statuts qui sont mieux connus et qui sont par ailleurs très bien répertoriés grâce à la loi de 2014. La question, c'est, vous l'avez posée, c'est quelle synergie on peut trouver entre les deux. Je ne sais même pas si en fait il y a forcément une vocation à forcer les acteurs à se parler entre eux. D'ailleurs, les acteurs économiques, les entreprises classiques n'ont pas attendu la loi Pacte pour parler aux entreprises de l'ESS. Il y a évidemment des relations économiques souvent très fortes. Je pense à d'ailleurs un objet qui a été relancé par la ministre qui s'appelle les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique. On discutait encore cette semaine avec le vice-président Pierre Roth de l'Eurométropole de Strasbourg. Il est en train de monter un PTCE à Strasbourg, avec des entreprises de l'ESS évidemment, et puis la filière du BTP qui est très très éloignée de la mission, de la raison d'être, mais qui sur le territoire trouve des coopérations économiques à mener au profit du territoire, des bassins de vie, des bassins d'emploi. D'accord. Enfin, on a quand même entendu que certains représentants de l'ESS, en l'occurrence les associations, attendaient d'être invités aux rencontres aux universités d'été du MEDEF. Ça n'avait pas encore été le cas. Donc ce dialogue-là, je pense qu'il y a encore des marges de progression sur le sujet. Ce qui a été évoqué aussi, c'est la dimension européenne. Donc au 1er janvier, il y a la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne. On sait que pour la secrétaire d'État Olivia Grégoire, il y a le sujet de l'entreprise à mission à dimension européenne. Est-ce que c'est quelque chose qui va être porté dans le cadre de la présidence française ? Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous faire part des axes qui vont être proposés aux partenaires européens ? Bon, d'abord, ce qu'elle porte en priorité au sein de la présidence française de l'Union européenne, c'est un grand événement qui aura lieu à Strasbourg et qui portera sur l'économie sociale et solidaire, donc du 17 et 18 février prochain, et on parlera d'économie sociale et solidaire. On ne parlera pas d'économie responsable à cet événement-là. Pour répondre à votre question, elle a missionné il y a quelques mois Brice Rocher, qui est le PDG du groupe Rocher, entreprise à mission, et qui s'est posé la question du bilan de la loi Pacte sur la raison d'être, sur la société à mission, et notamment venu le sujet de ce qu'on appelle dans notre jargon le parangonnage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres statuts européens qui sont proches de la société à mission, est-ce qu'il y aurait une pertinence à exporter le statut français ailleurs en Europe. Je crois que ça a été très bien dit par une intervenante, notamment Madame Borst, sur le fait qu'on a essayé de le faire déjà.
On a essayé de créer l'association européenne, la coopérative européenne, et puis pourquoi pas l'entreprise à mission européenne. En réalité, le constat de la mission, et je ne veux pas déflorer parce qu'ils remettront leurs conclusions seulement en fin octobre, mais c'est qu'on n'a pas véritablement d'équivalent. Il y a quelques contre-exemples, évidemment, les sociétés à bénéfices en Italie, mais pas suffisamment, en tout cas, en Europe, pour qu'on puisse demain prétendre avec sérieux à dire la France va pousser un statut de l'entreprise à mission en Europe et le faire avec un pragmatisme qui permettrait d'aboutir à quelque chose de plus concret qu'une simple déclaration politique. Ça, c'est clair. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la raison d'être européenne. Là, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut réfléchir. C'est vraisemblablement sur la question d'économie sociale et solidaire que là, on peut se poser plus la question de comment le modèle que nous, on a en France, et qu'encore une fois, on est en avance, mais vous le savez très bien, je ne veux pas vous l'apprendre, mais on a une loi sur le sujet, on a des définitions qui sont connues, on a la loi de 47 sur les coopératives, on a un code de la mutualité, bon, on sait ce que c'est le SR à la française. Est-ce qu'on est capable d'exporter ça en Europe ? Et quel est le dénominateur commun qui nous permettrait de le faire ? Ça, c'est un débat qu'on aura en PFUE, et notamment à Strasbourg. Très bien. Je crois qu'il y avait une question de la part de David Clouzot, toujours sur le sujet européen. Alors, toujours ce micro baladeur qui se balade. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des questions qui sont posées à distance à monsieur le directeur de cabinet. Vous me faites signe si c'est le cas. David ? Oui, le sujet a été un peu évoqué dans la table ronde précédente. C'est la question, et vous venez d'en parler, c'est la question comment on va dire, du serpent de mer du statut européen. Je vais m'approcher. Voilà, j'ai le privilège de pouvoir être vu pendant que je pose ma question. Oui, le serpent de mer, le statut des coopératives européennes, Corinne Bord en a parlé, le statut de l'association européenne, et puis on voit renaître depuis quelques mois maintenant, en tout cas 2019, il y a des discussions qui ont lieu sur un nouvel être hybride qui serait d'inventer un statut d'entreprise européenne à lucrativité limitée. Alors on voit bien l'intérêt. Quand on est dans le monde associatif, on en voit bien les limites et peut-être la dangerosité au regard des règles européennes actuelles. Donc voilà, qu'en pense la ministre? Comment le gouvernement voit ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un petit échange sur ce sujet-là. Je vais faire une réponse en deux temps. En premier temps, l'idée elle est quand même intéressante de la lucrativité limitée parce qu'il faut se dire les choses, c'est pas juste une théorie, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça. Et ce qu'on peut gagner avec une reconnaissance de l'entreprise à lucrativité limitée, c'est le fait qu'une fois que c'est reconnu par le droit européen, on peut l'inclure dans ce qu'on appelle le RGEC, désolé pour les sigles, c'est le Règlement général d'exemption par catégorie, qui permet de déroger aux aides d'État de la Commission européenne. Si vous avez suivi les débats parlementaires de ces derniers mois, on a, comme souvent, au niveau politique, essayé de mettre en avant et de promouvoir les entreprises de l'ESS, notamment dans le cadre de la commande publique. Alors c'est déjà le cas avec les marchés réservés et dans l'insertion par l'activité économique, mais on a voulu aller un cran plus loin avec les ESUS, notamment toutes celles qui relèvent de l'insertion. On s'est très vite heurté au droit européen. Voilà, je la fais vraiment très courte. Avec cette reconnaissance-là, on pourrait créer une brèche qui pourrait être intéressante et qui pourrait, parce qu'on a des structures qui ont une lucrativité limitée, justifier d'un intérêt général qui assouplissent les règles de la Commission. Voilà. Ça, c'est le volet technique. Maintenant, sur le volet politique, c'est la deuxième partie de ma réponse. La volonté de la ministre là-dessus, elle est quand même claire, c'est que si le statut il est intéressant, il faut quand même que, si on promeut ça dans une conférence européenne pour l'économie sociale et solidaire, tout le monde soit rassemblé derrière. Et que, en particulier, la lucrativité limitée, est-ce qu'il n'y a pas un risque de diluer les structures qui n'ont pas du tout de lucrativité ? Est-ce qu'on est en train de dire que demain, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie à lucrativité limitée ? Bon, David Clouzot, tu l'as dit sur le risque de dangerosité qu'il y a. Je n'ai pas pu entendre Claire Toury, mais vous en avez peut-être parlé. Il y a ce sujet-là de concrètement, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le verre dans le fruit et en reconnaissant un statut trop général ? Donc soyons prudents. En tout cas, c'est une réflexion qu'on mène. Ça, je peux répondre en étant clair là-dessus. Ouais, pardon. C'est une réflexion qu'on mène, ça c'est sûr. Mais encore une fois, on l'approche avec prudence et parcimonie. Ouais. Très bien. J'avais une question. On a eu une petite séquence sur les jeunes. On sait que
l'approche des jeunes, la façon dont ils se projettent dans leur future vie professionnelle répond à des ambitions, à des valeurs qui n'étaient pas forcément celles qui étaient défendues et qui étaient prioritaires il y a 15, 20 ans ou 30 ans. Pour faire court, le salaire, ça reste important, mais ce n'est pas forcément l'élément le plus décisif. Les entreprises à mission peuvent offrir des perspectives. Donc, manifestement, ça va dans le sens de l'histoire. Mais la ministre disait que voilà, l'ESS allait polliniser l'ensemble de la sphère productive. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, de la part de l'économie classique, un peu de retard qui a été pris par rapport à ces nouvelles aspirations des jeunes ? Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vous refaire le discours sur le fait que l'économie sociale et solidaire est une économie qui est attractive pour la jeunesse aujourd'hui. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. La question, c'est comment on fait pour que les entreprises, elles aussi, se rendent plus attractives vis-à-vis des jeunes. Ce n'est pas une question pour l'État, c'est une question pour les entreprises. C'est à elles de se positionner et c'est à elles de se rendre compte qu'en réalité, les salariés, vous l'avez très bien dit, les jeunes salariés notamment, les jeunes talents, recherchent certes des éléments importants en matière de professionnels, c'est-à-dire stabilité de l'emploi, rémunération, mais veulent de plus en plus un travail qui est en adéquation avec leurs valeurs, notamment, et regardent de très près, et ça nous est remonté à la ministre par de nombreux patrons qu'elle rencontre, le fait que de plus en plus dans les entretiens d'embauche, des jeunes très qualifiés leur disent mais concrètement, vous, la boîte, elle fait quoi pour le climat? Elle fait quoi en matière d'insertion? Est-ce que vous pouvez vous qualifier, vous, d'entreprise inclusive? Donc c'est vrai que c'est dans le débat. Je crois que dans le statut de société à mission, il y a peut-être en tout cas une façon d'objectiver cet engagement de l'entreprise. Parce que certes, il y a la RSE, certes, il y a des engagements, on peut évidemment toujours sortir un document de 50 pages avec des très jolies photos et dire « Regardez tout ce que l'entreprise fait de très bien ». Quand vous êtes société à mission, mine de rien, vous avez un contrôle par un organisme tiers indépendant. Il y a un comité de mission qui est dans la gouvernance des entreprises, dont relativement indépendant, dont c'est le travail de vérifier que la mission est bien effectuée par l'entreprise. Donc c'est quelque part, clairement, pour nous, c'est comme ça en tout cas qu'on le présente aux entreprises, qu'on souhaite évidemment convaincre le plus possible de rejoindre ce mouvement, on leur dit concrètement c'est une façon de renforcer votre réputation auprès des jeunes. Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont investis de manière bénévole dans les associations. D'un autre côté, est-ce que vous ne pensez pas que le monde de l'ESS a besoin d'un peu muscler sa communication pour dépoussiérer un peu son image et reporter des valeurs qu'il porte depuis longtemps, mais de façon à les diffuser de manière plus large auprès de la jeunesse et même auprès du grand public? C'est vraiment une question délicate. Vous me posez... Une chose que je peux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les organismes qui représentent l'économie sociale et solidaire, SS France, Exopé, Mouvement Associatif, CGScope, travaillent dans des contraintes très importantes. C'est-à-dire que c'est des organisations qui, parce qu'elles ne sont pas alimentées par des entreprises très riches et qui peuvent se permettre de mettre des tickets très importants, font, entre guillemets, avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le soutien de l'État, il y a le soutien de certaines collectivités, mais on ne peut pas non plus attendre d'elles, je suis désolé, c'est vraiment une opinion très personnelle, mais de faire des miracles en termes de communication, en termes d'accès aux jeunes, parce que tout simplement, il y a un contre-exemple très récent, et merci d'ailleurs à Mouvement Associatif, à Exopé, sur la campagne Mon Asso, j'adore, j'adhère, qui a j'espère très bien fonctionné, mais ce n'est pas tous les mois qu'une tête de réseau de l'ESS peut se permettre de se payer des spots à la télé, à la radio ou dans les grands journaux, effectivement. Donc, très bien. Est-ce qu'on a des questions à distance? Je ne sais pas si les personnes à distance avaient compris qu'ils pouvaient en poser. Elles ont compris, mais elles n'en ont pas posé. Ah, d'accord. Eh bien, on va peut-être conclure ces débats. Juste, je vous laisse cette tâche difficile. Quel message commun vous avez envie d'adresser à la fois aux entreprises à mission et aux acteurs de l'ESS qui sont ici présents? Sur les sociétés à mission, on a un statut qui a 2 ans. On a aujourd'hui entre 200 et 300 sociétés qui ont adopté ce statut. C'est une belle dynamique, je pense qu'il faut l'encourager. En tout cas, c'est la mission d'Olivier Grégoire au gouvernement de montrer que ça marche et qu'il faut continuer cette dynamique-là. C'est très important. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de passer le même message pour l'économie sociale et solidaire qui sait très bien d'où elle vient, où elle va. Et clairement là-dessus...